La question suivante, c'est notre contrat de ruralité. Donc je vais revenir sur ce qu'est ce contrat de ruralité. Alors vous avez différents documents qui ont été fournis. Donc tout d'abord la note de présentation, le projet de délibération, ainsi qu'un document un peu plus copieux qui a dû vous être envoyé par mail, que vous avez imprimé peut-être, et qui repose le cadre général de ce contrat de ruralité. Vous avez même un tableau qui récapitule les projets qui pour l'instant sont inscrits dans ce contrat de ruralité. Donc ce contrat de ruralité, qui est un contrat avec l'État, court sur 2 exercices budgétaires, donc 2019-2020. Tout d'abord, c'est important d'avoir ce calendrier en tête. Et c'est un contrat de ruralité qui se déploie conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016. Et ce contrat de ruralité est donc conclu entre porteurs et partenaires. Alors c'est un outil qui coordonne et structure les politiques publiques territorialisées à une échelle infradépartementale, mais pouvant s'inscrire sur plusieurs départements. Donc il faut qu'il y ait une volonté exprimée par les élus locaux, et ce contrat donc accompagne cette volonté la mise en œuvre d'un projet de territoire à l'échelle du bassin de ville concerné, en fédérant l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. C'est pour ça que dans le document de présentation, vous avez repris notre projet de territoire. Donc c'est un contrat qui s'inscrit en cohérence avec les stratégies et les outils contractuels établis à l'échelle départementale et régionale. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête que ce contrat de ruralité vient accompagner le contrat de territoire que l'on va valider en janvier, qui est en cours de finalisation. On a eu un temps d'échange avec Hervé Morin et Marc Lefebvre la semaine dernière, mais aussi avec le contrat pôle de service qui est porté par le département en partenariat avec plusieurs communes de la communauté d'agglomération. Finalement, on a 3 volets contractuels: contrat de territoire avec le département, la région, les communes et la communauté de communes, contrat de territoire. Le contrat de pôle de service qui est vraiment un dispositif entre les communes et le département de la Manche, et puis ce contrat de ruralité qui est un contrat qui s'établit entre nos communes, la communauté d'agglomération et l'État. Donc le contrat de ruralité vise 6 axes. Alors, vous avez sur la documentation, donc l'accès aux soins et aux services, les mobilités, la transition écologique, la cohésion sociale, l'attractivité du territoire et la revitalisation des bourgs-centres. Et l'ensemble de ces axes sont inhérents à chaque problématique rencontrée sur le territoire. Alors les objectifs, je vous les liste rapidement. Donc valoriser l'action gouvernementale sur les territoires ruraux en clarifiant l'action de l'État à travers donc, les axes qui sont donnés. Il s'agit, et c'est vraiment la volonté qui est exprimée par notre sous-préfet, de mobiliser au mieux les lignes financières publiques à l'aide d'un instrument de cadrage et de prospection. Il s'agit aussi de s'appuyer sur le projet de territoire, de proposer un projet levier pour le territoire, d'aller aider les projets qui font vraiment sens, qui sont structurants, de permettre l'échange sur un projet de territoire, bien évidemment, et puis de clarifier les outils mis à disposition pour le territoire pour une meilleure visibilité et une mise en synergie. C'est un peu verbeux comme proposition, mais on voit ce qui se cache derrière. Donc sur la méthode, pour bénéficier de financement pour les projets de la collectivité, la sous-préfecture a préconisé la validation du contrat avant la fin de cette année, dans le but de réserver les crédits pour les 2 années à venir, c'est-à-dire 2019-2020. Et une rencontre technique entre la sous-préfecture et la communauté d'agglomération a eu lieu le 16 octobre 2018, de façon à recenser l'ensemble des projets qui pouvaient être éligibles. Donc, dans l'objectif de saisir dans un court délai cette opportunité et de répondre aux critères d'éligibilité, il est apparu stratégique de s'appuyer sur les projets inscrits dans le contrat de territoire 2017-2021, y compris les projets inscrits à la revoyure et non retenus. Donc il y a une concertation qui a eu lieu avec les maîtres d'ouvrage et qui a permis d'actualiser et de cerner les projets à inscrire. L'État participe donc au cofinancement de certaines actions dans le cadre de conventions annuelles qui sont établies en début de chaque année civile, d'où la nécessité de signer le contrat là en décembre de façon à être opérationnel dès le mois de janvier. Et puis les fiches actions en annexe sont à ce stade l'expression du souhait des maîtres d'ouvrage respectifs des actions et sont donc indicatives. L'État donc a prévu, alors quand je dis l'État, en l'occurrence c'est notre sous-préfet qui sert d'interlocuteur, a prévu donc de mobiliser les dotations et crédits du droit commun
et crédits spécifiques dans le respect des cadres réglementaires, notamment des fameuses DETR que vous connaissez bien, le FNADT, donc le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements, donc la DSIL, ou l'enveloppe contrat de ruralité, ou l'enveloppe thématique. Et hormis pour les opérations en cours de participation accordée, la maquette financière est indicative des besoins exprimés. La participation éventuelle de cofinanceurs des projets sera définie dans les avenants financiers annuels au contrat de ruralité, dont le premier sera établi au premier semestre 2019. Vraiment, par semestre, une révision finalement sous forme d'avenant qui est possible. Donc il y a une gouvernance pour la mise en œuvre de ce contrat de ruralité, avec un comité de pilotage, et qui sera constitué à la fois des membres du comité d'orientation et de la direction pilote. Donc c'est la direction de la modernisation et des partenariats qui est rattachée à la direction générale et qui sera coprésidée par le président de la l'agglomération et le sous-préfet d'Avanches. Donc le comité de suivi, qui est l'instance de coordination et qui sera constitué du vice-président en charge de cette question, du conseiller communautaire délégué à la contractualisation, des services de l'État directement impliqués, de la direction générale et de la direction de la modernisation et des partenariats, et puis des techniciens concernés par chacune des thématiques. L'idée, c'est que toutes les personnes utiles soient mobilisées au sein de cette gouvernance, notamment le comité de suivi. Et puis, il y aura un pilotage opérationnel qui sera confié à la direction de la modernisation et des partenariats. Donc, c'est celle de Serge, évidemment, qui est à côté de moi. Direction transversale à l'ensemble des services de la communauté d'agglomération sous l'autorité du directeur général des services. Et les commissions respectives pour chaque thématique et les commissions territoriales seront consultées, sont déjà consultées en amont des décisions. On retrouve finalement un fonctionnement tel qu'on l'a établi depuis bientôt 2 ans. Donc l'engagement de partenariat de la Caisse des dépôts et des consignations, puisque cette entité va être sollicitée, donc la Caisse des dépôts, pour l'heure qui ne s'appelle plus et consignation, c'est la banque des territoires du groupe Caisse des dépôts qui poursuit des objectifs d'intérêt général et qui œuvre en faveur d'une plus grande égalité entre les territoires. Donc elle mobilise l'ensemble de ses expertises internes et de ses capacités d'intervention à destination des territoires et de leurs projets. Donc en conseil en ingénierie, prêt à l'habitat et au secteur public social, investissement de fonds propres, c'est aussi l'opérateur de logement social, de services bancaires, consignation et dépôts spécialisés pour apporter des solutions sur mesure. La mobilisation de ces outils pourrait être envisagée en temps utile durant la réalisation des projets de la collectivité partenaire et en particulier pour la revitalisation des centres-bourgs en situation de fragilité manifeste. Et selon l'avancement des actions et après instruction des sollicitations qui lui seront adressées, la Caisse des dépôts pourra mettre à disposition des projets inscrits au contrat de ruralité des ressources financières sur fonds propres ou fonds d'épargne ou d'ingénierie. Donc le point 6, c'est la durée du contrat. Donc je l'ai dit, il rentre en vigueur à la date de sa signature, c'est-à-dire là, au mois de décembre, avec un déploiement du dispositif dès 2019, et ce, sur les 2 années budgétaires 2019-2020. Et donc il fera l'objet d'annexes financières annuelles. Il y aura aussi un bilan d'exécution des actions du contrat qui sera établi en 2021, avec une validation par les porteurs et les partenaires qui y ont contribué. Il y a un point 7 qui porte sur la modification du contrat, puisque à la fin de 2020, un premier bilan global des actions sera établi en complément du tableau de bord de suivi présenté au comité de pilotage à chacune de ces réunions. Et ce bilan pourra conduire à réajuster, si nécessaire, le plan d'action. Voilà un peu la teneur de ce contrat de ruralité, donc qui est pour nous une opportunité importante, puisque en complément du contrat de territoire et de ce contrat de service, eh bien, on va pouvoir faire émerger des projets qui font sens et qui seraient éligibles donc à ces dotations spécifiques allouées par l'administration préfectorale et dire filtrées par ce lien privilégié que nous avons avec la sous-préfecture d'Avanches. Donc ce soir, à l'aune de ce que je viens de vous présenter, il est proposé à notre conseil communautaire d'adopter le principe d'une signature d'un contrat de ruralité portant sur la période 2019-2020, d'autoriser le président ou son représentant à signer le contrat de ruralité et tout document afférent, et puis de donner donc pouvoir au président pour l'exécution de la présente délibération. Voilà. Donc vous avez donc ce document qui repose le cadre global du contrat de territoire
et puis cette annexe provisoire qui liste déjà certains projets qui rentrent, qui sont d'ores et déjà éligibles au contrat de territoire. Alors, il y en a une sur table visiblement qui a dû vous être fournie. Alors, encore une fois, c'est un tableau provisoire, et tout au long des 2 années qui vont s'écouler, donc 2019-2020, les projets pourront être complétés. Donc pour résumer un peu, parce que je voudrais vraiment être clair, il s'agit à travers ce contrat de ruralité de pouvoir faire converger différents types de dotations qui bien souvent sont distribuées de manière séparée. Je pense à la DETR, à la FNADT ou à la OFC, qui sont souvent mobilisés séparément. Là, il y a une convergence des deniers de l'État pour soutenir des projets qui ont un intérêt particulier, qui sont vraiment éligibles à ce contrat de ruralité selon les 6 axes que je vous ai exposés. Voilà, est-ce qu'il y a des besoins de précision, des remarques concernant cette proposition? Sachant que si nous délibérons favorablement ce soir, vous allons, en tout cas vous me donnerez pouvoir pour signer ce contrat de ruralité et vous rendre une adhésion. Serge, est-ce que tu veux amener des compléments d'information? J'ai pas forcément de compléments, je crois que tout a été dit. Ce qui est important de bien comprendre, c'est effectivement avec ces différents dispositifs que sont les contrats de territoire du côté du conseil départemental, que sont aussi le contrat avec la région, plus le contrat de ruralité, ça nous permet d'optimiser l'ensemble des financements auprès des collectivités, donc que ce soit des projets de la communauté de communes, que ce soit des projets communaux. Donc d'où l'intérêt de mener en parallèle la réflexion sur les différents dispositifs pour faire jouer au maximum la complémentarité et obtenir le maximum de financement. Merci Serge. Alors il y a Marie-Hélène Fiat qui veut prendre la parole. Oui, est-ce que des projets qui n'ont pas été inscrits là, dans cette première fiche pourront être ajoutés courant 2019? Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire à plusieurs reprises, mais c'est bien de reposer la question. En effet, ce tableau est une première mouture provisoire de projets qui ont été repérés comme étant éligibles, et les 2 années qui se présentent à nous, donc 2019-2020, avec ce bilan qui est fait de manière semestrielle, permettront, à travers la gouvernance qui a été exposée, donc avec le comité de pilotage et le comité de suivi, de faire émerger tous les projets qui seront, encore une fois, éligibles. Et les réunions de pôles territoriaux, les commissions thématiques seront le lieu de repérage de ces projets potentiellement éligibles. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Marie-France Bouillet et Jean-Claude Arondel. Oui, moi j'avais une interrogation par rapport à la première ligne, réhabilitation de la garderie de Gers, maître d'ouvrage, la communauté d'agglomération. Il me semblait que les garderies étaient du domaine scolaire et que le domaine scolaire allait revenir communal, ou était communal. Bonne remarque, alors le document a été modifié. C'est la seule modification qui a été faite dans la dernière mouture. Et en effet, il y a eu une discussion autour de ce projet qui était inclus dans le programme TEPCV de l'ancienne communauté de communes du Mortanet. Et puis il y a une visite qui a été effectuée sur place par Jean-Pierre Carnet pour vérifier la nature des travaux à faire. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était clairement un projet communal. Donc encore une fois, le tableau qui est ici, il est indicatif. On sera amené à évoluer, à se nourrir des remarques qui émaneront de chacune des communes qui pourront être éligibles. Alors on a Jean-Claude Arondel et ensuite Gilbert Daniel. Oui, Monsieur le Président, je me permets d'intervenir sur l'axe 3, c'est-à-dire renforcer l'attractivité du territoire. Sur le document que j'ai, vous avez fait mentionner qu'on aurait donc 13 hectares. C'est vraiment 13 hectares supplémentaires ou c'est 13 hectares en tout?
par rapport à la zone d'activité qui existe déjà. Alors, de quelle zone d'activité parle-t-on? Moudon. Ah oui, sur le... D'accord, dans le tableau. Mais je ne sais pas, parce que là, c'est encore à l'étude, clairement. Il y a les négociations avec le département ne sont pas abouties. Enfin, là, ça fait partie des projets, en effet, qui sont dans les tuyaux, en quelque sorte, auxquels on songe, mais on n'est pas au bout de la démarche, bien évidemment. Là, on est sur, en effet, l'optimisation de zones qui sont en plein développement, qui sont très sollicitées, et qui pourraient, en effet, se développer dans les mois qui viennent. Oui. Mais c'est très indicatif, encore. Parce que c'est vrai que 2019-2020, sur des opérations telles que celle-là, c'est vraiment très très court. Oui. Cela dit, on peut commencer par les premiers aménagements. Je pense qu'on le sait tous, qu'on travaille au long cours de toute façon dans nos communes et à l'échelle communautaire. Il faut poser les jalons et puis se servir des leviers qui sont à notre disposition pour développer un projet qui, en effet, si on pense à Meudon, à la zone de Meudon, arrivera peut-être à terme à l'échelle de 10 ans. Je suis d'accord, de la commune. Merci. Gilbert. Oui, dans les objectifs, la première ligne, valoriser l'action gouvernementale sur les territoires ruraux en clarifiant l'action de l'État. Ça me plaît bien cette ligne-là. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait présenter un projet global pour solliciter de l'argent pour alimenter le fonds GEMAPI, par exemple? Alors ça, c'est une question assez pertinente, en effet, parce qu'on pourrait très bien imaginer que certains volets de la politique de GEMAPI fassent l'objet d'une demande spécifique dans le cadre du contrat de ruralité. Et là, je pourrais laisser Vincent développer, mais on est bien d'accord. Ce sera d'ailleurs assez bien vu, puisque d'une taxe, en tout cas d'une compétence GEMAPI qu'on impose aux collectivités. Vincent ? Oui, je ne suis pas sûr que ça puisse rentrer dans le cadre. Tout simplement parce que déjà on arrive sur la compétence GEMAPI à acter 80% de subventions globalement sur tous les dossiers, avec l'agence de l'eau, la région. On arrive à faire des compléments de financement spécifiques avec les fonds concours communaux sur certains dossiers type Saint-Jean-de-Thomas ou autres. Et on peut obtenir aussi des fonds de concours ou des participations de propriétaires quand on travaille sur des parcelles d'autrui. On arrive relativement à des financements de l'ordre de 90%. Voilà, ça va être l'objectif qu'on va viser, une optimisation maximum des financements. On peut demander plus, mais bon, la difficulté, voilà. Non, ce qu'il faut plutôt essayer de travailler, et d'ailleurs on en a parlé un peu avec Franck et avec Philippa, c'est plutôt d'imaginer une espèce de dotation au kilomètre carré qui pourrait en fait être dédiée vers les EPCI qui prennent la taxe GEMAPI, dédiée au grand cycle de l'eau, qui permettrait de créer en fait un apport de dotation de l'État, tout simplement parce qu'on est là avec un budget qui fonctionne en autonomie que sur la fiscalité, tout du moins dans la partie du reste à charge. Donc on est en train éventuellement de voir, il y a des pistes de travail qu'on est en train de travailler pour éventuellement essayer de voir si un texte de loi ne pourrait pas voir le jour sur une dotation au kilomètre carré, donc qui nous profiterait directement, puisque avec 50 habitants au kilomètre carré, ça permettrait de rétablir l'équilibre entre le monde urbain et le monde rural, puisque dans les zones urbaines, bien évidemment, on nous charge de préserver la ressource et de l'environnement de la ressource, mais la GEMAPI ne va pas les impacter au même niveau que nous, puisqu'on est très peu peuplé par rapport à ces populations. Voilà ce qu'on peut dire au stade actuel, mais bon, ça reste des projets. Ça pourrait de profiter de la réforme de cette taxe d'habitation, justement pour dire, voilà, il y aura compensation, mais cette compensation pourrait aussi être fléchée en partie sur ces compétences qu'on nous impose de prendre. Oui, mais justement, on a pris une compétence et on a aussitôt voté une taxe pour tout le monde. Donc s'il ne reste que 20% à charge, on peut peut-être aller la chercher là, parce que c'est écrit clarifier l'action de l'État, ça me plaît bien, ça, parce que souvent l'État nous refile des compétences et pas d'argent. Alors là, si on a un contrat pour aller solliciter de l'argent, il faut présenter des projets, autant présenter des projets sur lesquels on a déjà taxé nos concitoyens.
Vas-y, Je pense qu'on va on posera la question au service de l'État, évidemment, puisque la question est posée en conseil d'agglomération. On essaiera de revenir vers l'État pour savoir si c'est possible. Maintenant, voilà, ça paraît un peu compliqué quand même, puisqu'on a des contrats, on en a une dizaine en cours. Et puis sur tous ces contrats, on essaye d'optimiser les financements, on essaye d'avoir une taille GEMAPI, puisque vous savez qu'elle est de 5 € par habitant, et qu'elle soit fléchée autour de 2,50 € par habitant sur les parties milieu aquatiques. On aura un volet bocage autour d'1 €, 1,50 €, et puis après on aura d'autres volets, lutte contre les pollutions diffuses ou trame verte et bleue, et puis le volet inondation aussi, hein, pour lequel on sollicitera directement les populations concernées, que ce soit des ASA, des associations syndicales autorisées. Là, je regarde Alexis, puisqu'on a déjà parlé de ce dossier-là, de la même façon qu'on a sollicité Saint-Jean-de-Thomas. Voilà, on ira vers un reste à charge qui va être partagé entre directement les élus concernés ou les populations concernées et le PCI, de façon à ne pas impacter trop nos finances et essayer de bien les contenir et surtout de ne pas revenir vers une augmentation de cette taxe. Bien, merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Xavier Tassel, lève la main. Je tenais d'abord à m'excuser pour mon retard. Peut-être l'as-tu dit, David, mais sur quelle base avez-vous sélectionné ces éléments? Alors, c'est pas une sélection, d'abord, c'est juste une compilation de projets qui ont émergé de communes qui se sont manifestées. En tout cas, qui avaient des projets qui étaient éligibles dans le cadre de ce contrat de ruralité. Et je redis ce que j'ai dit, ça ne pose aucun problème. C'est une liste provisoire qui a vocation à être augmentée grâce au signalement de toutes les communes qui auront des projets pouvant être reçus dans le cadre de ce contrat de ruralité. Parce que bon, c'est vrai qu'on nous a prévenu, on pouvait réintégrer certains éléments. On a intégré un cabinet médical. Est-ce que ce type de dossier est éligible? Eh bien, si tu reprends les 6 axes, l'accès aux soins et aux services, premier axe, donc a priori, oui. Donc a priori, on a de bonnes chances de le voir intégrer très rapidement cette liste qui n'est pas une sélection. C'est une compilation, je le redis. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Donc, en effet, axe 1, accès aux soins et aux services, je pense que ton projet est parfaitement éligible. Je te remercie. Je t'en prie. D'autres questions avant qu'on passe au vote? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc on peut y aller. Donc alors je vous donne quand même le projet de délibération très rapidement, hein, donc je ne reviens pas sur la nature du contrat de ruralité. Donc l'idée c'est d'adopter le principe d'une signature d'un contrat de ruralité portant sur cette période 2019-2020, et puis d'autoriser le président, son représentant, à œuvrer à la fois dans la signature, mais aussi dans l'exécution de la présente délibération. Voilà. Je pense qu'on peut passer au vote. Vous pouvez voter. Bien, donc 125 votes ont été reçus, 121 sont des votes favorables, nous avons un vote défavorable et 3 abstentions. Donc, à la majorité, nous allons pouvoir nous engager dans cette démarche du contrat de ruralité. Je vous remercie.